Avant la Révolution, la France est chrétienne et la mentalité traditionnelle. Les femmes n'ont pas de droits. Le christianisme a répandu l'idée qu'à cause d'Ève, la femme est source de calamité pour l'homme. L'éducation des filles est différente de celle des hommes. Destinées à faire des enfants et être bonnes ménagères, on juge inutile de les éduquer intellectuellement. Mathilde de Bellegarde, personnage principal du film Ridicule, résume la situation de la femme. La jeune fille a trois choix, le mariage, la misère ou le couvent. Le mariage est un mariage forcé déterminé par les parents. Cécile de Liaison dangereuse de Pierre Choderlos de Laclos représente une situation typique de cette époque. On lui choisit un mari. Le couvent est une institution redoutable qui cause de gros problèmes. Les filles y restent jusqu'au mariage. Elles en sortent ignorantes et naïves en raison de leur isolation. Suzanne de la religieuse de Diderot est emprisonnée au couvent avec des filles devenues folles par manque de liberté. Prostitution et misère représentent la réalité pour beaucoup de femmes pauvres qui, n'ayant pas de dos, se retrouvent dans la rue. Il y a les femmes du peuple, les dames de la halle, dans un des premiers épisodes révolutionnaires. En octobre 1789, elles sont allées à Versailles demander du pain au roi. En ramenant le roi à Paris, ces femmes ont mis en place l'engrenage qui aboutit à son exécution en 1793. Les femmes aristocrates ont participé à la Révolution en étant les premières victimes de la guillotine et de l'émigration. Marie-Antoinette en est l'exemple le plus funeste. Une jeune femme de la petite noblesse, Charlotte Corday, a su être résistante. J'ai tué un homme pour en sauver 100 000, dit-elle pour justifier son assassinat de Marat. On l'appelle l'ange de l'assassinat. Comment expliquer son désir d'avoir un impact direct sur le domaine politique? Elle a reçu une éducation supérieure à la plupart des filles de son temps, à l'abbaye aux dames à Caen. Fascinée par les œuvres de Montesquieu et de Rousseau et les idées du siècle des Lumières, elle s'est toujours occupée de politique. Charlotte avait le feu sacré de l'indépendance. Ses idées étaient arrêtées et absolues, disaient ses parents. Charlotte Corday apprend que les massacres de septembre ont fait 1300 morts à Paris. Elle découvre avec indignation que le député jacobin Jean-Paul Marat est le principal responsable de ces massacres. Il se félicite de ces massacres dans son journal radical L'Ami du peuple. L'éducation très religieuse de Charlotte Corday à l'abbaye lui a donné le goût du sacrifice, et elle se prépare à porter un coup aux montagnards. Elle croit qu'elle doit tuer un homme pour en sauver 100 000. Le 13 juillet 1793, elle arrive chez Marat, sous prétexte d'être au courant de l'insurrection girondine à Caen. Alphonse de Lamartine, dans son Histoire des Girondins, a imaginé la scène. Quand Marat eut fini d'écrire les noms des Girondins,
Charlotte Corday tira de son sang le couteau et le plongea, avec une force surnaturelle, jusqu'au manche dans le cœur de Marat. Charlotte retira du même mouvement le couteau ensanglanté du corps de la victime et le laissa glisser à ses pieds. À moi! À moi! S'écria Marat, et il expira sous le coup. Le 16 juillet, Charlotte Corday comparaît au tribunal révolutionnaire. Elle est guillotinée le lendemain. On trouve également des militants dans les femmes de la bourgeoisie. Elles dénoncent l'absence d'éducation, la mortalité en couches et le droit de travailler. Bien que les femmes n'aient pas de place aux assemblées politiques, elles prennent place dans les tribunes ouvertes au public. L'influence de ces femmes se manifeste dans leurs œuvres politiques, leurs réunions dans les salons et leur ascendance sur leurs maris. Olympe de Gouges et Manon Roland jouent un rôle politique pendant la Révolution. Comme Charlotte Corday, elles ont un destin tragique. Olympe de Gouges est une femme de lettres qui épouse à 18 ans un homme médiocre, Louis-Yves Aubry. Comme beaucoup de femmes de ce temps, son mariage avec Aubry n'était pas un mariage d'amour, mais d'argent. Il meurt très vite, et une fois veuve, Olympe monte de Montauban à Paris, où elle commence son œuvre politique. Elle écrit sur la condition des femmes, sur le divorce et sur l'esclavage. Sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne paraît en septembre 1791. Elle est copiée sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Constitution ne parle pas des droits de la femme ni de ceux des Noirs. Olympe veut que les femmes aient une voix à la tribune. Elle écrit « La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit également avoir celui de monter à la tribune. » Olympe ne verra pas les femmes parler à l'Assemblée. Elle aura seulement le droit de demeurer sur l'échafaud. En 1792, Olympe de Gouges est membre du Club des Girondins et s'oppose aux Montagnards et à leur chef Robespierre. En juin 1793, elle dénonce la terreur. Elle écrit une lettre au président de la Convention où elle exprime son dégoût du manque des principes démocratiques. Mais c'est son affiche, Les Trois Urnes ou Le salut de la patrie par un voyageur arien, qui mène à son arrestation le 6 août 1793. Elle y écrit « Je doute fort que le monde ait commencé par Adam et Ève et qu'il doit finir par la Révolution française. Ce sont des contes avec lesquels les prêtres corrompus de l'Ancien Régime endormaient nos crédules femelles. » Elle est condamnée à mort et guillotinée le 2 novembre 1793. Les salons sont les centres culturels et intellectuels de Paris. Dans ces lieux, les femmes sont égales aux hommes. Elles y discutent des problèmes politiques. La Société patriotique et de bienfaisance des Amis de la Vérité est un club des femmes qui réclament le divorce et les droits politiques et plaide pour l'éducation des filles pauvres. Madame Roland tient un de ces salons. Manon Roland, ou Manon Philippon, est née le 17 mars 1754 à Paris dans une famille bourgeoise.
C'est une enfant intelligente qui lit des écrivains connus tels que Montesquieu et Voltaire. Elle n'est pas mise dans un couvent, mais passe son temps à étudier. Manon rejette les propositions de mariage et à 26 ans, fait un mariage de raison avec Jean-Marie Roland de la Platière, de 20 ans son aîné, qu'elle aime comme un père. Madame Roland forme un salon à l'Hôtel Britannique qui est fréquenté par de nombreux hommes politiques, comme Brissot, Pétain et Robespierre. En 1792, Madame Roland, son mari et Jacques-Pierre Brissot fondent le Club des Girondins. Grâce aux relations de Madame Roland, son mari entre au ministère girondin. Ses ennemis l'attaquent car il exprime les idées politiques de sa femme. Nous avons besoin des ministres qui voient par d'autres yeux ceux de leurs femmes. Elle meurt sur l'échafaud en disant « Aux libertés que de crimes on commet en ton nom ». Cette série d'exécutions témoigne de l'activité des femmes pendant la Révolution. La Révolution est une grande frustration pour les femmes qu'on n'écoute pas. La Révolution française n'a pas modifié la situation de la femme au sein de la société. Les avantages acquis par la Première République, comme le droit au divorce, ont été supprimés par Napoléon. Elles ont obtenu la liberté d'opinion, mais n'ont pas gagné de droits politiques. Les droits ont été oubliés, bien qu'elles aient participé à la Révolution. Les femmes devront attendre le 21 avril 1944 pour avoir le droit de vote, alors que le suffrage universel existe pour les hommes depuis 1848. Peuple français, peuple de frères, peux-tu voir sans frémir d'horreur le crime à bord et les bannières du carnage et de la terreur? Tu souffres qu'une horde atroce et d'assassins et de brigands souille par son souffle féroce le territoire des vivants. Représentants d'un peuple juste, ô vous législateurs humains, de qui la contenance auguste fait trembler nos vils assassins. Suivez le cours de votre gloire, vos noms chers à l'humanité, dans le beau temple de mémoire, au sein de l'immortalité. À qui périssent